À la une de l'actualité ce soir, 4 jours après le double attentat de Ouagadougou, le procureur du Faso parle et livre les détails sur le mode opératoire des assaillants et les complicités dont ils ont bénéficié en interne et sur le volet solidarité et compassion dans le pays. Le président de l'Assemblée nationale s'intéresse aux militaires blessés. Au camp Lamizana où certains blessés sont soignés, Alassane Sakandé est allé remonter le moral des troupes. Images et réactions de tout cela à suivre dans cette édition. Et dans cette édition, les politiques opposition comme majorité condamnent à l'unanimité ces attaques qui ont endeuillé le Burkina Faso le 2 mars dernier. L'UPC-RD et le MPP se prononcent dans cette édition. Et dans ce journal en Birmanie, rien n'a changé. Le nettoyage ethnique à l'encontre des Rohingyas, selon l'ONU, se poursuit. Selon cette institution planétaire, l'épuration ethnique de l'armée birmane se poursuit avec une campagne de terreur et de famine organisée destinée à les faire fuir vers le Bangladesh, comme vous le verrez dans cette édition. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. 4 jours après les attaques de Ouagadougou, le procureur du Faso donne des détails sur le mode opératoire des assaillants et le nombre des victimes. Elle revient également sur le point de l'enquête en cours. Selon le procureur, les terroristes n'auraient réussi sans certaines complicités internes. Zoubaviel David Dabiré. 8 assaillants abattus, 8 militaires burkinabés tombés sur les lieux des attaques, 85 blessés civils et militaires enregistrés et d'énormes dégâts matériels constatés. C'est le bilan des attaques du 2 mars dernier, dressé ce soir par la procureure du Faso, près le tribunal de grande instance de Ouagadougou. Et selon Maïsa Sirimé, les premiers éléments de l'enquête dont elle a la charge donnent déjà une idée précise sur le mode opératoire des assaillants. Au niveau de l'ambassade de France, les premiers éléments de l'enquête ont révélé que c'est à 10h, 1 minute, 56 secondes, qu'une voiture particulière de type berline, de couleur gris clair, circulant sur l'avenue de l'Indépendance en direction du bâtiment du Premier ministère, a stationné à hauteur du dernier poste de garde de l'ambassade de France. 3 des occupants de cette voiture, en tenue civile, sont immédiatement sortis, armés de fusils de type Kalachnikov, et ont ouvert le feu sur le poste de garde, tuant ainsi l'élément de sécurité qui y était. Un 4e occupant du véhicule, dans la même tenue, rejoignait les 3 autres assaillants après avoir mis le feu à leur propre véhicule. Ils ont continué leur assaut en tirant sur les guichets et les portes du consulat de France. Dans leur progression, ils ont croisé un militaire non armé qui quittait les services du consulat. Ce dernier a été mortellement atteint et succombera à ses blessures plus tard à l'hôpital Yalgado Ouedraogo. N'ayant pas pu accéder à l'intérieur de l'ambassade, ils ont progressé vers son côté sud où ils ont pu accéder à l'arrière-cour des locaux jusqu'en l'ambassade. Grâce à l'intervention rapide des forces françaises et burkinabées, ils y ont été abattus. Au niveau de l'état-major général des armées, l'enquête a révélé un scénario similaire. Si les identités des assaillants ne sont pas encore connues, Maïsa Sirimé précise qu'ils ont pris d'assaut l'état-major général des armées et l'ambassade de France à visage découvert et en tenue civile. Des constatations matérielles sur les lieux des attaques révèlent qu'aucun des assaillants ne portait une tenue militaire. Ils étaient tous en civil. Il a été relevé que les assaillants disposaient de bidons d'eau minérale notifiés contenant de l'essence et d'autres liquides dont la nature reste à déterminer. Ils portaient tous sur le front ou avaient sur eux des bandeaux de couleur blanche sur lesquels était inscrit en arabe l'expression suivante, on a eu à traduire: il n'y a de divinité que Allah et Mohamed est son messager. En l'état actuel de l'enquête, plus de 60 personnes ont été auditionnées, 8 placées en garde à vue, toutes
de nationalité burkinabé. 3 militaires, dont 2 en fonction et un radié de 2011, sont interpellés et détenus pour les besoins de l'enquête. Les personnes interpellées en ce moment, sans rentrer trop dans les détails, sont des Burkinabés. L'enquête étant ses débuts, ces personnes ont été interpellées soit aux alentours des lieux, soit après, au cours de l'instruction de l'enquête. Donc nous sommes en train de déterminer s'ils sont complices, s'ils sont co-auteurs, s'ils sont, ou bien même s'ils n'ont rien à voir là-dedans. Nous savons qu'il y a des complices, mais dire qu'il y a des complices qui ont pu favoriser l'accès à l'état-major, nous ne pouvons l'affirmer. Parce que comme nous avons vu le déroulé de la procédure avec les vidéos qu'on a pu avoir, les terroristes, lorsqu'ils sont arrivés sur les lieux, ils ont ouvert le feu sur les sentinelles. Ils ont utilisé des engins explosifs. Et ce qui a permis de rentrer dans la cour par le cortège, c'est eux-mêmes qui ont ouvert le cortège, qui sont rentrés dans la cour. Et ils n'ont pas hésité, parce que lorsque vous rentrez dans la cour, soit vous allez à gauche, soit vous allez à droite. À gauche, ça ne bouge pas sur grand-chose. À droite, ils sont allés directement à droite et se stationner à côté du bâtiment devant abriter une réunion où le kamikaze s'est fait exploser. Pendant ce temps, les autres continuaient à tirer et à utiliser les produits incendiaires pour mettre le feu et ils ont abattu malheureusement certaines forces armées. On ne peut exclure aucune complicité en l'état actuel vu le déroulé de la chose. L'enquête suit son cours et aucune piste n'est à écarter, rassure la procureure. Maïsa Sérémé appelle les populations désireuses d'apporter leur témoignage à s'adresser aux brigades abritant les forces de défense et de sécurité. Elle promet de diffuser bientôt les photos des assaillants afin de faciliter leur identification. Et toujours à propos de ces attaques, direction Kossi Amoulo, président du FASO, a reçu cet après-midi le tout nouveau président de la commission de la CEDEAO. Jean-Claude Brou est venu, selon ses propres termes, présenter ses condoléances au Burkina après les attaques du 2 mars dernier. Pour le président de la commission de la CEDEAO, il sera désormais mis l'accent sur la collaboration entre les pays de l'espace CEDEAO dans le domaine sécuritaire. Le point avec Tanga Robert Kafando. À Kossiam, le président de la commission de la CEDEAO présente ses condoléances au peuple burkinabé après la double attaque du 2 mars dernier à Ouagadougou. En tant que président de la commission de la CEDEAO, en tant que communauté qui œuvre au rapprochement des peuples, que nous venions apporter et exprimer toute notre solidarité au peuple et au gouvernement burkinabé. C'est un acte odieux et bien entendu nous le condamnons cet acte avec la plus grande fermeté et nous condamnons bien entendu tout acte de violence et d'extrémisme. Jean-Claude Brou et le président Roch-Marc Christian Kaboré ont également parlé de sécurité dans un contexte marqué par la montée du terrorisme dans l'espace CEDEAO. Nous avons bien entendu marqué notre soutien aux activités qui sont liées au G5 Sahel, qui devraient également, à notre sens, contribuer à améliorer la situation sur cette question. Nous avons également parlé donc de notre mécanisme au niveau régional, le mécanisme d'alerte précoce. Et sur ce point, nous avons été heureux de savoir que la cellule nationale ici au Burkina a été installée récemment. Et donc nous allons œuvrer avec les autorités burkinabées pour faire en sorte que cette cellule puisse être opérationnelle et puisse jouer son rôle. Ça fait partie un peu donc de l'architecture de gestion de la sécurité. En soutien aux victimes, aux blessés et au ministère de la Défense, le président de la commission de la CEDEAO a apporté $250 000, un geste symbolique de solidarité de son institution. La suite des attaques et les manifestations de solidarité et de compassion dans le pays, le président de l'Assemblée nationale qui est allé ce matin soutenir les militaires blessés. Au camp Lamizana, où certains des blessés sont soignés, Alassane Sakandé dit être venu remonter le moral des troupes. Draman Dadjan. Alassane Bala Sakandé à nouveau sur la scène publique. Une sortie officielle au chevet des victimes de l'attaque de Ouagadougou. Occupé par les blessés. Voilà, demain, nous, en attendant, nous sommes bien portants. Demain, on se parlera. Le Burkina est en deuil depuis vendredi.
8 membres des forces de défense et de sécurité ont payé de leur vie. Certains sont tombés à l'ambassade de France et d'autres ici à l'état-major général des armées. La représentation nationale reconnaissante se veut solidaire. Et nous avons pu voir l'étendue des dégâts. Et ce matin, nous sommes venus apporter le soutien de toute l'Assemblée nationale. Je voudrais tout simplement vous rappeler que nous sommes là avec toutes les composantes de l'Assemblée, l'opposition comme la majorité. C'est pour vous dire que lorsque le pays est attaqué, lorsque la nation est confrontée à des problèmes de ce genre, nous devons de resserrer les coudes, nous devons de montrer notre patriotisme et soutenir cette armée. On a reçu ce coup, on va se tenir debout parce que vous êtes derrière nous. On n'a pas le droit de faillir. On n'a pas le droit de faillir. Mes pensées présentement vont à l'endroit de tous ceux qui sont tombés. On a perdu un officier supérieur, 5 sous-officiers, 2 militaires du rang. Inch'Allah, demain, on va leur rendre le dernier hommage au cimetière militaire. Des échanges avec la hiérarchie militaire, puis une visite au camp général Aboubakar Sangoulé Lamizana. Le président de l'Assemblée nationale salue les efforts consentis par le corps médical, ce qui a permis à la plupart des blessés de recouvrer la santé. Sachez que les députés sont convoqués pour la première session ordinaire de l'année du mercredi 7 mars au lundi 4 juin 2018 et en raison des obsèques des victimes des attaques terroristes du 2 mars dernier, programmées pour demain. La cérémonie d'ouverture initialement prévue pour 16 h est repoussée à 17 h. Une cérémonie d'ouverture que vous pourrez suivre d'ailleurs sur les antennes de la télévision du Burkina demain en direct. Le MPP, le mouvement, le parti au pouvoir, solidaire avec les victimes et blessés des attaques du 2 mars dernier dans la capitale burkinabé. Au cours d'une rencontre avec la presse, le parti au pouvoir salue la mémoire des soldats tombés lors de ces attaques. Occasion pour les animateurs de la conférence de presse de revenir sur la première session de l'année en cours du groupe parlementaire MPP. Ismaël Diloma Sirima. Un salut à la mémoire des soldats tombés le 2 mars dernier, avant d'annoncer les journées parlementaires du groupe MPP. Du 16 au 18 mars prochain, les députés du groupe parlementaire MPP vont échanger avec les populations du Sénat pour proposer des solutions aux problèmes d'insécurité et d'incivisme. Notre pays a aussi mal à sa citoyenneté, si bien que les actes d'incivisme que nous vivons au quotidien sont de plus en plus préoccupants. À cela s'ajoute la situation d'insécurité qui, hélas, s'est accentuée où des individus sans foi ni loi nous imposent une guerre asymétrique. À la suite de cette annonce, les échanges ont porté sur la conférence nationale sur la problématique de la rémunération des salariés du public. Nous pensons que cette conférence est d'une portée majeure pour la nation et que chaque composante a son mot à dire. L'État n'est pas un employeur quelconque qui peut se permettre tout avec l'argent de la nation. Le groupe parlementaire MPP a aussi marqué son souhait pour la reprise rapide du procès du putsch manqué de 2015. De son côté, le groupe parlementaire UPC-RD, dissident du groupe parlementaire UPC en session à Gawa, a condamné ce double attentat à Ouagadougou. Le groupe dissident estime que la victoire contre la barbarie de ces forces du mal reste pour le peuple burkinabé. C'était à l'occasion des premières journées parlementaires de l'année du groupe. Les députés du groupe ont donc axé leurs réflexions sur l'exploitation de l'or au Burkina et ses opportunités de création d'emplois pour les jeunes. Bokar Traoré, sur place à Gawa. L'ombre du double attentat du vendredi 2 mars dernier à Ouagadougou a plané sur les premières journées parlementaires 2018 du groupe parlementaire UPC-RD. Après la minute de silence en la mémoire des victimes de cette barbarie, les députés ont condamné ces actes qu'ils qualifient d'ignobles. Daouda Simbouro et ses homologues restent convaincus de la victoire du peuple burkinabé sur ses forces obscurantistes.
La victoire contre le terrorisme est pour le peuple du Burkina Faso. Cela, nous n'en doutons point. Nous faisons confiance à nos forces de défense et de sécurité que nous encourageons fortement. En ce qui concerne les travaux de ces journées parlementaires, les députés du groupe UPC-RD vont se pencher sur des questions relatives à l'orpaillage et au tourisme. La première problématique, c'est l'exploitation de l'or, notamment artisanal, et le potentiel de création d'emplois pour les jeunes, et tout en préservant l'économie et la nature, l'environnement. Ailleurs, c'est comme le député Palinfo l'a fait remarquer, on parle d'industrie, du tourisme et d'industrie culturelle. Et nous en parlons également depuis un certain nombre d'années, mais il faut qu'on arrive à traduire ça en réalité. Donc nous allons réfléchir sur ce thème et nous espérons dégager des recommandations fortes que nous allons transmettre au gouvernement. Ces journées parlementaires sont les premières du genre du groupe parlementaire UPC-RD créé en octobre dernier et composé de 13 députés démissionnaires du groupe parlementaire UPC. Notons que cette rencontre a vu la présence de représentants des groupes parlementaires CDP et MPP. Le Japon va financer la réalisation de 8 forages dans le nord et dans le centre-ouest. La moitié de ces réalisations est destinée à la commune de Ramongo dans le Bulkiemde et l'autre moitié à la commune de Samba dans le Passoré. La signature des contrats de dons est intervenue ce mardi en présence de Haruna Mari. Cette signature d'accord de dons fera bientôt jaillir de l'eau potable à Ramongo. 29 239 000 francs CFA, c'est l'enveloppe allouée par le Japon à l'association Agir contre les endémies du siècle. Le don va servir à réaliser 4 forages dans les villages de la commune de Ramongo dans le centre-ouest. Avec l'octroi de ces forages, la population, au lieu de faire des déplacements à 5-6 km pour avoir de l'eau potable, pourront, sur un rayon de 1,5 km, avoir l'accès à l'eau potable. Ce don s'inscrit dans la réduction de la souffrance humaine. L'Association pour le développement économique et social de Touessin reçoit également 25 millions de francs CFA. C'est le coût estimé de 4 autres forages au profit de la commune de Samba dans le Passoré. C'est un don vraiment très énorme, mais c'est un sacrifice que le gouvernement japonais a fait pour nous. Les femmes parcouraient chaque jour plus de 5 à 7 km à la recherche de l'eau potable. Cela va nous soulager beaucoup, nos femmes, nos mamans. Le montant total de ces 2 accords de dons s'élève à plus de 54 millions de francs CFA. Les bénéficiaires s'engagent à construire les forages dans les meilleurs délais pour accroître l'accès des populations de ces communes à l'eau potable. Le barrage Umaru Kanazoe dans le Passoré, l'un des plus grands de la région du Nord, et dont la digue menaçait de céder il y a quelques temps, connaît en ce moment des travaux de confortement. De travaux qui vont durer 45 jours et qui avancent bien de l'avis du gouverneur de la région en visite sur le chantier des détails avec Joseph Bambara. Cette visite de supervision vise à permettre au gouverneur et à sa délégation de constater l'état d'avancement des travaux de confortement de la digue du barrage de Touessin. Après un constat des dégradations subies par la digue de ce barrage, plus connu sous le nom de barrage Umaru Kanazoe, la direction régionale de l'eau et de l'assainissement du Nord a confié les travaux de réparation à un groupement d'entreprises qui a pour mission le remblaiement d'une dépression sur le talus aval, le reprofilage de la crête de la digue longue de 4250 mètres et la reconstruction des pérés du talus amont. Nous sommes sur un délai d'exécution de 70% en termes de délai. Et il va nous rester en gros 3 semaines de travaux. Et pour le niveau d'exécution des travaux, nous sommes autour de 80%. Donc visiblement, l'entreprise pourra être donc à jour en matière d'exécution. Après cette visite qui a permis de constater l'état d'avancement des travaux, la délégation a pu se prononcer sur les résultats obtenus. Si les autorités en charge de l'eau se félicitent du constat, le gouverneur appelle la population à faire sienne cette infrastructure. Je suis satisfait de l'avancement des travaux parce que selon le chronogramme du travail, cette première phase des travaux devait finir effectivement durant la première semaine du mois de mars. Et nous voyons qu'ils sont presque à la fin de la première phase des travaux. C'est par la sensibilisation, par l'information,
afin que les usagers même se rendent compte de la nécessité d'entretenir le barrage pour eux-mêmes et aussi pour leurs enfants et pour les générations à venir. Le barrage de Touessin ou barrage Umaru Kanazoe, qui a fait l'objet de cette visite de supervision, est le plus grand de la région du Nord. Construit en 1995, cette retenue d'eau a une capacité de plus de 90 millions de mètres cubes et un bassin versant de 8000 km². Il mesure 50 km de long. Les parlementaires favorables à une augmentation des allocations budgétaires en faveur de la nutrition. La part des financements publics dans le budget de l'État est estimée aujourd'hui à 1 milliard de francs CFA et les parlementaires souhaitent tripler ce chiffre. Ils proposent entre autres la détaxation des produits entrant dans le cadre du traitement de la malnutrition des enfants. Zalissa Sanfo pour les détails. Sauver les enfants du Burkina Faso de la malnutrition. C'est le combat que ces députés membres du réseau des parlementaires pour la sécurité nutritionnelle mènent. Réunis ici avec leurs partenaires sociaux, ils se donnent la main pour rédiger un mémorandum, un plaidoyer. Ces députés prônent l'augmentation du budget alloué au secteur de la nutrition et la détaxation des produits entrant dans la prévention et le traitement de la malnutrition. Seul gage pour eux de vaincre ce mal. Le financement au niveau de la nutrition est un financement beaucoup plus extérieur. Il n'y a que des partenaires techniques et financiers qui financent la nutrition. L'État fait des efforts, mais nous souhaiterons que les financements domestiques soient beaucoup plus accentués, parce que de plus en plus, nous savons que les financements extérieurs s'amenuisent. L'autre chose, la détaxation, c'est une loi. Et vous savez, comme c'est le Parlement qui vote les lois, si nous arrivons à élaborer un bon document de plaidoyer, soit le gouvernement porte un projet de loi pour venir à l'Assemblée, soit les députés vont porter une proposition de loi pour la détaxation donc, des intrants. Pour le ministère en charge de la Santé, c'est un accompagnement qui tombe à pic. La malnutrition sévit toujours au Burkina Faso et elle est toujours sévère. La malnutrition chronique surtout a une prévalence encore élevée qui s'établit à plus de 20% chez les enfants de moins de 5 ans. Et nous avons aussi les autres types de malnutrition, la malnutrition aiguë, l'insuffisance pondérale qui sont aussi à des niveaux élevés par rapport au seuil critique que l'OMS a fixé. C'est 1 milliard de francs CFA qui a été alloué au secteur de la nutrition en 2017. Pour 2018, ce sera 1,5 milliard de francs CFA. Et ces parlementaires espèrent peser de tout leur poids pour que ce budget atteigne 3 milliards de francs CFA. Et au ministère de la Santé, gratuité des soins, lutte contre l'exclusion et lutte contre le mariage des enfants, sans oublier la garantie de la sécurité sanitaire dans le pays. Toutes ces questions sont discutées et évaluées au cours de la revue annuelle des acteurs de la santé. Le mot d'ordre travaillé a ramené les indicateurs au vert pour 2018. Jean-Eudes Bayala, Zalissa Sanfo. C'est une revue annuelle du cadre sectoriel de dialogue secteur de la santé. Un moment d'introspection pour analyser et critiquer les résultats atteints. En 2017, le ministère affiche un taux d'exécution des activités de 78%. La gratuité en cours. Nous avons acquis tout ce qu'il faut pour parer à la future ou au risque de famine qui risque de survenir d'ici juin. Donc les intrants nutritionnels pour pouvoir permettre de prendre en charge la malnutrition si ça survient des enfants, c'est déjà prêt. La lutte contre les mutilations génitales féminines, la lutte contre le mariage des enfants, tous les secteurs se sont activés à avancer. En 2018, les indicateurs doivent être au vert. Et pour y arriver, les priorités sont déjà identifiées. Les priorités de 2018, c'est essentiellement la mise en œuvre de la loi sur la fonction publique hospitalière. Deuxièmement, c'est le développement de tous les projets d'infrastructures sanitaires. Troisièmement, c'est la garantie de la sécurité sanitaire et surtout de la sécurité alimentaire. Et enfin, il y a
Une mesure phare qu'on attend, c'est la déclaration aussi de la gratuité de la planification familiale. Le cadre sectoriel de dialogue secteur de la santé a pour mission de contribuer à la mise en œuvre de l'axe stratégique 2 du PNDS, qui est le développement du capital humain. Et puis le Larlé Naba Tigré vient de faire don d'une ambulance médicalisée à l'hôpital Yalgado Ouédraogo. Le chef coutumier, habitué à ces dons de charité, a également offert des matelas au même hôpital. Un geste qui doit aider à améliorer la prise en charge des malades dans ce centre hospitalier. Les témoignages de Christine Koulibaly. Participer à l'amélioration des indicateurs de santé au Burkina Faso, le Larlé Naba Tigré ajoute une corde à son arc. En effet, l'homme qui célèbre cette année le 28e anniversaire de son règne s'engage avec le soutien de ses partenaires à doter toutes les 45 provinces d'ambulances. Cette ambulance médicalisée est la deuxième après celle de Tchébélé le 3 janvier dernier. Nous sommes tous des potentiels utilisateurs de ces ambulances. Personne ne sait quel jour il aura besoin d'une ambulance pour le transporter de la rue ou de son domicile ou de son service. Si nous ne mettons pas vraiment à la disposition de ces professionnels de la santé les moyens matériels, les moyens financiers, les moyens de toute nature, un jour, c'est nous-mêmes qui allons regretter de ne l'avoir pas fait au moment où il le fallait. Quand même les hôpitaux, il manque de médicaments, il manque de matériel, il manque de transport pour amener les malades rapidement. Je demande à tout un chacun qu'il puisse faire autant selon chacun ses moyens, quoi. Cette ambulance vient porter à 3 le nombre des ambulances dont dispose le centre hospitalier universitaire Yalgado Ouédraogo. À elle s'ajoutent 50 matelas, 2 tonnes de vivres et une enveloppe financière pour la prise en charge des blessés des événements du 2 mars dernier et une autre pour les familles des victimes. Pour les autorités sanitaires, aucun engagement citoyen n'est de trop pour une meilleure prise en charge des populations. Vous voyez que la maternité Yalgado a été fermée pour désinfection. Au passage, vous avez vu tous les matelas de cette maternité qui ont été mis hors d'état de service. Et ce don de matelas vient soulager l'hôpital qui va remplacer tout cet équipement devenu obsolète. Répondant à l'appel du directeur général de l'hôpital pour un soutien aux services de chirurgie et de traumatologie, le Larlé Naba Tigré donne rendez-vous en avril prochain pour d'autres actions. Le parrain, en la personne de Joseph H, lui annonce séance tenante une somme de 2 millions de francs CFA. À l'étranger, le nettoyage ethnique des Rohingyas se poursuit en Birmanie et accuse le Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU avec une campagne de terreur et de famine organisée destinée à faire fuir les Rohingyas vers le Bangladesh. La campagne d'épuration ethnique de l'armée birmane, selon l'ONU, a poussé à l'exode près de 700 000 musulmans Rohingyas depuis août 2017. Rien n'a changé en Birmanie. Le nettoyage ethnique à l'encontre des Rohingyas se poursuit, accuse l'ONU. Les Nations Unies qui soulignent le double discours du gouvernement birman. Ce dernier ne cesse de répéter au monde qu'il est prêt au retour de cette minorité musulmane, mais dans le même temps, les forces de sécurité continuent à la faire partir au Bangladesh. L'ONU dénonce une campagne de terreur et de famine organisée. En ce moment, il y a non seulement toujours des tueries, mais aussi des viols à grande échelle. Non seulement ils chassent les gens par la force et les menacent, mais il semble qu'il y ait aussi une tentative systématique de détruire leurs futurs moyens de subsistance. L'armée birmane justifie son opération par des attaques menées selon elle par des Rohingyas terroristes. Je ne crois pas un mot des récits des responsables de ce nettoyage ethnique qui affirment que ces populations s'étaient radicalisées. Mais c'est une prophétie autoréalisatrice. Si les Rohingyas sont poussés dans de si mauvaises conditions et privés de tout espoir, ils vont certainement se radicaliser. Plus de 700 000 Rohingyas sont réfugiés au Bangladesh voisin et des centaines d'autres continuent de passer la frontière chaque semaine. Pour Amnesty International, il est temps d'agir. Et puis on referme ce journal avec la revue de presse des quotidiens, revue de presse signée Aimé Solange Guigma.
4 jours après, la double attaque du 2 mars suscite bien d'interrogations au sein de l'opinion publique, des interrogations relayées par les journaux du jour. Ainsi, comment les assaillants ont-ils fait pour savoir qu'une réunion du G5 Sahel se tenait à l'état-major et de surcroît l'heure et l'endroit précis? Et comment les malfaiteurs ont-ils réussi à se procurer la tenue de nos FDS? Autant de questions qui nécessitent des réponses précises selon le journal de tous les Burkinabés, surtout que la capacité d'infiltration des terroristes n'est pas négligeable. Aujourd'hui, Ofaso note que le mode opératoire de l'attaque contre l'état-major laisse en effet penser aux enquêteurs que les assaillants connaissaient les lieux et qu'ils étaient renseignés sur la tenue d'une réunion de l'état-major burkinabé de la force G5 Sahel. Pour le journal Le Pays, certaines mauvaises pratiques au sein de la Grande Muette sont également en cause, à l'image du vol de 400 uniformes en mars 2017. Mais pour les internautes de l'Observateur Palga, eux, ils pointent un doigt accusateur sur l'ensemble de la population, car pour eux, les assaillants ont séjourné dans des logements que nous leur avons loués ou prêtés. Des Burkinabés leur ont même servi de guide. Ils proposent donc que la population évite de vouloir s'enrichir au prix de la vie des compatriotes et que les promoteurs immobiliers se renseignent suffisamment sur toute personne souhaitant louer leur maison. Car imputer ce problème au FDS, c'est leur faire un faux procès. Quant à l'observateur Palga, lui, il table sur une autre version selon laquelle l'attaque de l'ambassade de France était une pure diversion pour obliger les FDS et alliés à y concentrer l'essentiel de leurs efforts, laissant ainsi libre cours à la seconde équipe d'attaquer l'état-major. Quoi qu'il en soit, ce journal préconise que les autorités politiques, militaires et judiciaires communiquent sur l'identité des assaillants, sans quoi on laisse libre cours à la rumeur, voire à l'intox. C'est tout pour ce journal. À 22h30, Christine Koulibaly vous retrouve pour la dernière édition. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTV. Au revoir.